Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu ce soir, on va grandement parler des questions de la ville. Entre impatience et interrogation, les citoyens de la ville de Douala vont certainement avoir le bilan de 2024 et surtout les perspectives de 2025. L'invité de ce dimanche n'est nul autre que le docteur Roger Bassandinet, le premier magistrat municipal, le maire de la ville de Douala. Mais vous le savez, face à l'actu, c'est également le retour sur quelques reportages de la rédaction de STV, tels que commentés par nos reporters. Nous reviendrons grandement également sur l'inauguration du débarcadère de Youpoué, c'est ici à Douala. Le premier ministre chef du gouvernement, au nom du président de la République, a fait le déplacement de Douala. Nous parlerons également de la sortie de la toute récente promotion des élèves de l'EMIA, l'école militaire interarmée. Nous aborderons les questions de Noël et enfin le CHAN, dont l'équipe nationale de football a été éliminée contre la RCA. Mais déjà, disons bonsoir au maire de la ville. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Merci de cet honneur que vous nous faites à nouveau. On était déjà ensemble le 24 avril 2000, le 22 avril 2022. Tout à fait. Merci vraiment. Je me réjouis d'être de nouveau là. Voilà, pour aborder les questions de la ville. Monsieur le maire, d'emblée, nos enquêtes nous révèlent que vous parcourez une dizaine de kilomètres en moyenne par jour dans la ville de Douala. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous voyez dans cette ville, entre toutes les problématiques urbaines, citadines, la circulation et tous les autres problèmes que l'on peut rencontrer? Je dirais que je suis globalement satisfait. D'accord. La ville sort d'une très longue saison de pluie qui a commencé en mars et vous vous souvenez qu'il y a encore quelques jours, en ce mois de décembre, il a plu. Nous avons eu presque 9 mois de pluie. Nous étions dans la crainte de voir tout le réseau routier s'effondrer. Il ne s'est pas effondré, mais il a été abîmé. D'accord. Ça, c'est clair. Nous avons pu maintenir un minimum de fluidité dans la circulation. Nous avons pu améliorer l'éclairage public. Nous avons pu intensifier l'enlèvement des ordures. Donc, d'une manière générale, je pourrais dire que je suis satisfait. Mais, comme je disais tout à l'heure, la ville sort, le réseau routier sort assez abîmé de cette longue saison de pluie. Nous souffrons d'un incivisme notoire qui fait que l'enlèvement des ordures est très compliqué, très difficile. Et l'éclairage public également se peut être très souvent vandalisé. Donc, nous pensons que avec la saison sèche qui s'annonce, nous pourrions faire beaucoup plus et faire en sorte que nous puissions améliorer le confort de vie des citoyens de la ville de Douala. N'empêche que, au regard peut-être des petits commentaires, retours qu'on a, les citoyens ont un regard mitigé sur qui c'est peut-être tous ces marchands qui sont le long des rues, des quartiers résidentiels qui ne sont pratiquement plus ou presque. Est-ce que la mairie de la ville prend ces problèmes au plus haut niveau et pourrait-elle nous indiquer les solutions envisagées? Nous prenons ces problèmes au plus haut niveau. Vous vous souvenez que nous avons lancé déjà, il y a 2 ans, un programme Restituer trottoir aux piétons. Ce programme consiste à dire aussi que le trottoir public n'est pas un espace marchand. Le trottoir public n'est pas non plus un endroit où les voitures doivent garer. Le trottoir public est réservé exclusivement aux piétons. Il se passe qu'il y a beaucoup d'incivisme à Douala. Il se passe aussi que l'offre en équipement public marchand, l'offre d'espace dans les équipements publics marchands est insuffisante. C'est pour ça que nous avons engagé un programme de modernisation de ces équipements publics marchands. Si vous allez du côté du marché central, vous allez voir de nouveaux chantiers, vous allez voir d'autres chantiers ailleurs. C'est une volonté d'accroître l'offre pour que ceux qui sont aujourd'hui sur le trottoir partent des trottoirs et aillent faire leur commerce dans les espaces dédiés à cela. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a une tendance pour certains à aller dans des zones résidentielles. Chaque fois que nous le pouvons, nous envoyons la police municipale les déloger.
D'accord. Monsieur le maire, peut-être quelques mots sur le bilan 2024. Quels sont les plus grands chantiers, les chantiers les plus impactants qui ont été réalisés au cours de cette année qui s'achève, qui c'est peut-être sur les questions de la mobilité urbaine, les infrastructures et bien d'autres? Disons que le chantier le plus impactant a été incontestablement celui de la propreté. Okay. Nous nous sommes battus pour ne pas sombrer dans ce que d'autres villes du pays ont connu. Nous avons mis en place le programme Douala Clean City, qui s'est avéré une formidable initiative et qui fait qu'aujourd'hui, l'état des routes, malgré quelques difficultés, la propreté est revenue sur nos routes, sur nos principaux axes routiers. Donc, et ceci, tous les visiteurs nous le confirment. Tous ceux qui viennent d'ailleurs nous disent « Ah, ben Douala est en train de changer ». Ce changement, cette visibilité vient d'abord de cela. Mais nous n'avons pas oublié les chantiers d'infrastructure. Nous avons, pour justement éviter les inondations, nous avons curé au cours de l'année presque 300 km de caniveaux. Tout au long de l'année, nous avons curé à peu près 30 km de drains bétonnés et à peu près 35 km de drains naturels. C'est tout cela qui a fait que, malgré l'intensité des pluies, nous avons pu sortir la saison des pluies sans inondation grave comme on en a connu par le passé. C'est un travail souterrain, un travail qui parfois ne se voit pas, mais qui montre ses résultats. Et voilà, aujourd'hui, si nous maintenons le cap, nous pouvons dire que nous sommes en train de nous éloigner de la zone d'inconfort des inondations. Nous allons essayer d'étendre ça partout, parce que tous les quartiers ne sont évidemment pas logés à la même enseigne. Les infrastructures ne sont pas partout pareilles, mais nous allons essayer d'étendre ça partout pour que les inondations soient un mauvais souvenir. D'accord. Nous avons également engagé de nouveaux chantiers routiers. La route Banguin, lundi, Logbessou, 9 km, est en chantier, elle a été lancée. N'eût été la longue saison des pluies, elle serait beaucoup plus avancée. Nous avons lancé également d'autres chantiers, notamment les chantiers d'entretien routier et les chantiers de modernisation. Si vous prenez le tronçon qui va vers CCC en venant de Saint-Michel, vous voyez bien que les travaux ont commencé. C'est un tronçon qui était comme un entonnoir, qui créait des embouteillages en permanence. Nous allons l'élargir et en faire une route 2 fois 2 voies, afin que les véhicules qui viennent puissent continuer tranquillement leur chemin. C'est un chantier également qui malheureusement a souffert aussi de la saison des pluies. Nous avons dû suspendre les délais. Ils ont repris. Les travaux vont continuer. Mais si vous passez par là, vous voyez déjà que la pose des caniveaux a commencé. Voilà quelques chantiers importants. Je dirais également, nous avons essayé d'entretenir autant que possible l'éclairage public. Douala, l'éclairage public est maintenu à peu près à 65-70%. Nous faisons un effort constant sur le pont du Vori, qui, bien que ce soit une route nationale, est quand même une route principale, la route de la voie principale qui relie Douala 4 au reste de la ville. Donc nous maintenons l'éclairage public sur le pont de Vori. Et nous avons essayé de faire en sorte que sur tous les grands axes, il y ait l'éclairage. Nous avons commencé par les grands axes et petit à petit nous étendons sur les autres axes. Voilà ce que je peux dire. Cela dit sur qui c'est peut-être l'entretien routier. L'une des critiques qui revient souvent, c'est de dire lorsqu'un nid de poule s'installe, on le voit tout petit, mais progressivement, les autorités attendent qu'il devienne un grand lit de mer pour intervenir. Est-ce qu'il n'y a pas des réponses, des réponses, j'ai failli dire, promptes, dès que cette problématique se pose? Est-ce qu'il n'y a pas une réactivité assez rapide? On a pu voir il y a quelques mois, vous aviez fait venir des engins. J'ai envie de vous demander où sont-ils aujourd'hui? Non, en fait, nous avions l'intention de faire venir des engins. Mais on n'a pas pu le faire à cause de la longueur
la procédure de passation des marchés. Nous avons l'argent, depuis presque 1 an et demi, qui est en banque. Nous n'avons pas pu passer le marché. Ce n'est que récemment qu'on a passé le marché et que nous pensons qu'en février ou mars, on aura enfin la grande flotte d'engins que nous voulions avoir, à peu près une 60aine d'engins. Mais cela étant, si vous avez bien remarqué, depuis le 1er janvier 2024, nous avons mis en activité la 2RC, c'est-à-dire la Régie des routes et des constructions. C'est la première fois qu'une ville camerounaise a une régie autonome, propre, pour faire l'entretien routier. Et cette régie a commencé, c'est grâce à elle que justement ce phénomène que vous décrivez, qui était plus vrai les années précédentes, a été moins vrai cette année. Je peux vous citer plusieurs axes, même les ronds-points sur la pénétrante. On a pu maintenir une certaine fluidité parce que la régie des routes et de construction est passée, alors que ce n'est pas une route qui relève de la communauté urbaine. D'accord. Nous avons fait la même chose sur beaucoup de tronçons. Vous allez vers la Besséké, au niveau du rond-point après la tribune. C'est un endroit où nous avons essayé de faire des travaux par le passé. À chaque fois, il s'est dégradé. Nous avons pu maintenir une certaine fluidité en mettant du gravier et de la pozzolan, de telle manière que même si le trafic est ralenti, le trafic passe quand même. Et ainsi de suite. Enfin, là où nous avons eu la possibilité d'agir plus vite, dans presque tous les ronds-points, nous avons essayé de mettre des pavés. Pourquoi nous mettons les pavés dans les ronds-points? C'est parce que les voitures pèsent plus lorsqu'elles arrivent au niveau de rond-point, parce qu'elles sont obligées de ralentir. Et donc, elles pèsent plus sur la structure de la chaussée, et la structure de la chaussée se dégrade plus facilement. C'est pour ça que nous renforçons la structure des chaussées au niveau de rond-point, pour que ces ronds-points soient plus stables. Et ainsi de suite, nous allons continuer à améliorer cela. Donc, nous combattons précisément, nous intervenons dès que possible quand il y a des trous sur la chaussée. Le dernier exemple en date, c'est du côté de Bonhomme Sadi, vers Santa Lucia. Nous avons mis des pavés à cet endroit qui a aussi été dégradé tout le temps. Donc nous n'avons pas attendu qu'il y ait un trou d'éléphant pour pouvoir intervenir. Nous sommes intervenus beaucoup plus tôt. L'autre aspect qui inquiète les populations, j'ai envie de dire, qui ne sent pas bon, c'est la propriété urbaine, l'assainissement de la ville, l'hygiène. Monsieur le maire, ces bacs à ordures, on les rencontre souvent quand ils sont présents, débordants. Par endroits, ils ne sont pas présents, mais puisque ce sont des lieux de rassemblement des déchets, ils empêchent même le passage des usagers. Est-ce que c'est un phénomène, est-ce que c'est un problème que vous n'arrivez pas à maîtriser? Quelle est la problématique derrière? Quelles sont les solutions que vous essayez d'apporter à cette problématique? Il y a deux phénomènes qui sont conjugués. D'accord. Le premier est la défaillance de notre partenaire historique dans l'hygiène et la salubrité dans la ville, qui n'a pas pu mobiliser les équipements en grand nombre. Il a mobilisé à peu près 30 à 40% des camions qui sont prévus dans le contrat. Du coup, le rythme d'enlèvement des ordures par ce partenaire stratégique, ça a été ralenti. La deuxième chose, c'est que nous avons lancé en même temps le programme Douala Clean City, qui a eu pour effet de ramener les ordures qui étaient parfois dans les quartiers, les ramener au bord de la route pour qu'ils puissent être enlevés plus facilement. Or, justement, ils n'ont pas été enlevés plus facilement parce que notre partenaire est défaillant. Donc, ce que nous avons fait, ça a été de lancer depuis quelques mois la régie de la propriété urbaine, qui s'est déjà dotée de quelques camions. Nous allons augmenter le rythme, l'équipement de cette régie l'année prochaine, de manière à ce que les tas d'ordures disparaissent progressivement. Mais à moyen et à long terme, il faut réformer le système. Le système actuel à bout de souffle. Nous devons revoir la manière dont la ville est
est découpé pour qu'on enlève les ordures. Nous aurons donc à l'avenir probablement au moins 2 opérateurs qui vont intervenir dans la collecte des ordures. En même temps que nous allons demander aux communes d'arrondissement de prendre en charge ce que la loi leur demande de faire, c'est-à-dire la précollecte. La ville assure cette précollecte parce que les communes d'arrondissement n'ont pas toutes pu le faire, en dehors peut-être d'une commune qui est Douala la deuxième. Les autres n'ont pas pu assumer une prérogative qui est la leur de par la loi. Donc la ville, qui est une instance d'intercommunalité, la ville prend en charge lorsque les communes sont défaillantes. La ville est obligée d'intervenir. Nous allons leur demander de le faire et j'ai eu le plaisir d'entendre ces jours-ci qu'une autre commune s'est dotée de camions et de tractopelles pour pouvoir enlever les ordures. Nous les encourageons à faire en sorte que les ordures dans les quartiers et autres puissent être enlevées et nous allons faciliter le transfert de ces ordures vers la décharge. Nous allons certainement prendre le premier reportage dans un instant. Le temps pour nous de vous poser peut-être la dernière question de cette première phase. Si vous avez quelques exemples d'embellissement de la ville cette année écoulée 2024, vous direz lesquels? D'abord, il y a en ce moment les illuminations festives. Je crois que vous les percevez quand même. On a essayé de faire des illuminations dans tous les ronds-points, assurément, et parfois sur quelques axes. Je crois que ça contribue à embellir la ville. La deuxième chose que nous faisons, que je peux annoncer déjà, nous allons construire des monuments dans certains de ces ronds-points qui symbolisent l'histoire de la ville et son ancrage culturel. C'est ça des choses que nous voulons faire. Enfin, en termes d'embellissement réellement, nous avons entrepris de... Si vous allez vers le long de l'espace en face de Enéon, à l'autre côté, vous allez voir que les travaux sont en cours pour créer un jardin de l'amitié Cameroun-Turquie. Ça va être un bel espace de détente. D'accord. Voilà. Je vous suggère donc de prendre ce premier arrêt. On va revenir sur la sortie du Premier ministre à Douala. C'était pour l'inauguration du débarcadère de Youpé. Suivez plutôt. D'un montant de 7 milliards de francs CFA financé par le Japon, le débarcadère et le marché de poissons de Youpé sont des projets fruits de la coopération entre le Cameroun et le Japon. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement camerounais a inauguré ces infrastructures ce 27 décembre à Douala. Le Cameroun se donne pour ambition d'assurer son autosuffisance alimentaire et de conquérir les marchés de la sous-région, à travers notamment la modernisation de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Cette ambition se matérialise dans le cadre de la politique d'impôt-substitution décidée par le président de la République et prend une envergure particulière grâce au plan intégré d'impôt-substitution agro-pastoral et halieutique. Pour ce qui est de la pêche et de l'aquaculture, il s'agit d'améliorer les équipements et les infrastructures de production, de transformation, de conservation, mais aussi de mise en marché des produits halieutiques. Dans cette logique, l'un des leviers d'action est incontestablement l'aménagement des points de débarquement dans les principaux plans d'eau et les pêcheries. C'est dire que le projet d'amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de Youpé traduit la volonté du gouvernement camerounais de moderniser ses outils de production, d'optimiser la sécurité sanitaire des produits de la pêche, en même temps
de promouvoir le travail décent, notamment des femmes marieuses. En tout état de cause, il est question d'œuvrer à la disponibilité de produits halieutiques en quantité et en qualité. Érigé sur une superficie de 6100 mètres carrés, les travaux de ce complexe sont lancés en mars 2020, mais seront suspendus dès le 15 avril de la même année, du fait du coronavirus. Ce n'est qu'en juin 2021 qu'ils reprennent pour s'achever en décembre 2023 par la réception définitive. Ces ouvrages sont constitués, entre autres, d'un quai d'embarquement et de débarquement de 156 mètres pouvant accueillir 70 pirogues à la fois et doté de 2 grues mécaniques, un bâtiment de marché d'une superficie globale de 3211 mètres carrés, une unité de stockage conteneurs réfrigérés, d'un château d'eau et d'un groupe électrogène. Aux normes et standards internationaux, le marché aux poissons de Yupwe devra contribuer à améliorer de façon significative les conditions de travail et même de vie des différents acteurs impliqués dans les chaînes de valeur des produits halieutiques. L'ajout de la touche modernisation devrait permettre d'accroître la production et les revenus des vendeurs de poissons et des pêcheurs. Normalement, par rapport à cet événement, l'arrondissement de Douala, la 6e et les voisins d'à côté seront vraiment comblés de joie parce qu'ils pourront maintenant exercer leur activité et venir le vendre ici sur place. Même si la glace finit dans la pirogue, il y a des chambres froides qui pourront contenir leurs produits. Cela les amène maintenant à ne plus avoir la perte de poissons. Parce qu'avant, lorsque la glace finissait dans les pirogues, arriver ici, il fallait aller au port, soit à Douala-Bas, mais maintenant, ce cas n'existera plus. Donc ça les amène maintenant à produire plus beaucoup et vendre aussi en quantité. C'est une manière de dire que le marché de Yupwe sera 24 sur 24. Nous sommes tellement fiers pour l'offre qu'on nous a faite. Nous étions dans la boue, sous la pluie, sous le soleil. On ne sait même pas comment nous exprimer notre joie. Parce que apparemment, nous serons sous l'abri. Et l'endroit nous arrange très bien. Et nous sommes très contents par rapport à l'attente qui a très duré. Maintenant, nous savons que nous sommes à l'abri de tout et nous pensions que tout va se passer normalement selon le règlement intérieur du marché. Avant, nous étions sur des matériaux provisoires. Aujourd'hui, nous sommes dans le définitif. Nous sommes dans un endroit de classe VIP, comme on peut dire. Enfin, Dieu a exaucé à notre prière. Nous remercions tellement Son Excellence Paul Biya et la coopérative Japon pour ce fruit qu'il a mis à la portée des populations de Yupwe. Notons que la cérémonie de ce jour s'est déroulée en présence de Minami Kentaro, l'ambassadeur du Japon au Cameroun, et de plusieurs autorités camerounaises. Monsieur le maire, vous direz une grande réalisation pour la ville de Douala. Quelle est la valeur ajoutée que ce débarcadère apporte? Non, assurément, c'est une grande réalisation et je voudrais véritablement, au nom des populations de Douala et au nom de la communauté des pêcheurs et des commerçants, dire un grand merci au gouvernement. C'est un équipement de haute valeur, doté de technologies modernes, qui va permettre, comme le disait mon collègue le maire de Douala 6e, de réduire substantiellement les pertes post-capture et donc d'augmenter le volume de poissons mis à disposition. Nous pensons donc que c'est un marché qui va fonctionner certainement presque 24 sur 24 comme il a dit, mais ce sera un plus très important dans le paysage des équipements marchands de la ville de Douala. Ce sera un marché spécialisé, un marché aux poissons, et nous verrons comment faire en sorte que nous puissions y loger le maximum de commerçants et de pêcheurs qui arrivent. Les dérives qu'on rencontre souvent dans nos marchés, ces commerçants qui abandonnent les espaces aménagés effectivement pour qu'ils s'y installent et font leur commerce, ils se retrouvent souvent. Est-ce que cette infrastructure ne va pas tomber
dans ce péché, on peut le dire comme ça, et ça ramène aussi à la problématique des autres marchés. Pourquoi est-ce qu'on vit tout cela? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la problématique principale est le nombre de commerçants. D'accord. Même dans ce marché, nous allons avoir certainement ce problème. Le marché n'a pas la capacité d'accueillir les 800 ou 1000 commerçants qui existent actuellement. Donc, il va falloir prendre des mesures pour veiller à ce que les plus dynamiques aillent dans le marché, ceux qui ont droit, mais trouver aussi une réponse aux autres. Et cette réponse pourrait être d'abord un aménagement provisoire des abords. Mais nous éviterons, dans tous les cas, que le marché ne soit surpeuplé par des commerçants ambulants. J'ai pris les dispositions, j'ai donné des instructions pour ça. Ce marché doit rester exemplaire. Mais, je l'ai dit, il y a plus de commerçants au marché de Youpoué actuel que le nombre que nous pouvons avoir à l'intérieur du débarcadère et du nouveau marché aux poissons. D'accord. Il va falloir trouver une solution. Nous nous y employons. Je crois que nous allons avoir des réunions avec les autorités administratives pour pouvoir trouver une solution acceptable et qui puisse convenir également aux différentes parties prenantes. La problématique entre le ministère des Pêches et la ville de Douala est désormais derrière vous? Oui, je crois que c'est un malentendu. C'est un malentendu. Je crois qu'il appartient à la ville de veiller à ce que les équipements marchands puissent fonctionner. C'est ce que la loi dit. Maintenant, le ministère est chargé de la protection et de la qualité de ce qui est mis en vente. Et c'est pour ça que dans l'enceinte de ce débarcadère marché aux poissons, vous allez trouver un ensemble de bureaux et d'espaces réservés au ministère pour qu'ils puissent faire les contrôles de qualité qui sont nécessaires. Et c'est un élément très important pour les populations qui viennent acheter. Il faut qu'elles sachent que le poisson qui est vendu est un poisson qui a été contrôlé par le ministère de l'élevage et de la pêche. Donc c'est un poisson de qualité. C'est pour ça que nous veillerons, nous avons trouvé tout à fait un terrain d'entente très facilement avec le ministère de l'élevage, des pêches et des industriels. Monsieur, mais vous parlez comme si cette année tout a roulé comme sur un velours qui vous était déroulé, je le dis comme ça, comme si vous n'aviez pas de difficultés majeures. Quelles ont été vos plus grosses difficultés en 2024 et qui c'est peut-être comment vous essayez de les surmonter, si ça a été fait, sinon comment vous envisagez les aborder pour les années à venir? Vous savez, la principale, je dirais la principale qualité ou la démarche principale que nous adoptons est celle de la planification. Nous planifions, nous essayons d'identifier à l'avance les difficultés. Nous essayons d'y apporter des solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les difficultés apparaissent, en réalité, à quelques exceptions près, nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous savons que ça allait arriver. C'est peut-être l'ampleur de la difficulté qui peut nous gêner. Donc, nous planifions et nous essayons d'anticiper sur un certain nombre d'événements. Mais ça ne veut pas dire que si nous roulons sur du velours, pas du tout. Douala est une ville de 4,5 millions d'habitants. C'est une ville cosmopolite. C'est une ville qui a énormément d'acteurs qui, chacun dans son domaine, cherche à joindre les deux bouts. Donc ce n'est pas facile du tout. Je peux vous assurer que comme maire, je n'ai pas toujours trouvé le sommeil facile. Et notamment en saison de pluie, quand il pleut, quand je me réveille le matin, je me demande encore où est-ce qu'il y a une inondation. Et par bonheur, cette année, nous n'en avons pas eu. À côté de cela, il est clair que la mairie n'a pas nécessairement tous les moyens, même si elle avait 72 milliards de budget, comme c'est le cas pour l'année 2025. Qui sont ces messieurs, ces dames, ces entreprises, ces partenaires qui vous accompagnent et quel est leur rapport dans votre déroulé de programme? D'abord, nos besoins sont évidemment plus importants que les 72 milliards de budget que nous avons voté cette année. Absolument. Quand vous regardez même le budget, vous allez voir les autorisations d'engagement. Elles sont déjà dans les 90 milliards. Et le budget réel
dont nous aurons besoin à Douala serait le double de ces 72 milliards. Donc nous sommes très loin de pouvoir satisfaire nos besoins. Et dans ce cas, pourquoi vous arrêtez à 72 Parce que c'est les moyens que nous pouvons avoir. Nous ne pouvons pas aller plus loin. D'accord. C'est 72 parce que nous regardons la conjoncture, nous regardons, c'est la fiscalité. Absolument. Le budget de la ville est basé à 90% sur la fiscalité locale. Donc on ne peut pas aller plus vite que la musique. D'accord. Voilà. Donc, mais dans ces 72 milliards, nous avons évidemment essayé de faire des arbitrages pour satisfaire au mieux les attentes des populations. C'est cela en fait la difficulté de l'exercice. Il faut faire des arbitrages jusqu'au bout. Et parfois on est obligé de serrer le cœur et laisser tomber un projet qu'on croit important parce qu'il y a ailleurs une autre contrainte, une autre urgence qui demande également des moyens. Et c'est ce que nous essayons de faire au jour le jour. Donc la ville est contrainte. Nos partenaires, et je voulais les remercier, nos partenaires il y a beaucoup d'entreprises qui agissent et qui font des prestations intellectuelles, des prestations de travaux, etc. La difficulté que nous avons, c'est de pouvoir les payer à temps. Et nous nous employons à gérer au plus près notre trésorerie pour que chacun reçoive quand même quelque chose. Mais je crois que vous avez entendu parler des difficultés de reversement des recettes locales, du fait de la conjoncture. Le ministère des Finances a parfois quelques retards et qui nous pénalisent par rapport à nos prestataires. Je voudrais les remercier parce qu'ils continuent à croire en nous. Ils continuent à penser que la ville est bien gérée. Ils ont accès à nos comptes. Ils peuvent vérifier que la gouvernance de nos finances locales est bien tenue et est tenue fermement. Nous ne faisons pas d'extra. Voilà. Quel enseignement tirez-vous donc pour terminer avec cette phase bilan de l'année 2024 qui pourrait impacter, qui pourrait influencer la planification future de notre ville? Alors, la ville s'est donnée pour devise de se moderniser et de se transformer. Nous voulons faire de Douala une véritable métropole moderne, tournée vers l'avenir, tournée vers une nouvelle technologie, métropole dans laquelle vous pourrez vous aussi, même en étant dehors, avoir accès à Internet facilement. Vous pouvez avoir accès aux nouvelles technologies facilement. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Nous avons plusieurs projets dans ce cadre-là qui vont montrer déjà la direction dans laquelle nous voulons aller. Nous avons déjà un projet en négociation avec une source de financement extérieur, je ne peux pas taire le nom, une source de financement extérieur, qui va nous permettre d'avoir 115 000 lampadaires solaires. Des lampadaires solaires avec des nouvelles technologies embarquées qui permettront notamment de faire en sorte que Internet soit plus facilement disponible, même dans ces quartiers-là. Ce projet est déjà assez avancé. Nous espérons boucler le financement au cours du premier trimestre, de manière à ce que on puisse faire quelque chose. Nous avons la voie Suberge. La voie Suberge qui va partir du rond-point d'Aïdo jusqu'au rond-point de Bonam Sadi. Le timing nous contraint de commencer par le rond-point Bonam Sadi. Parce que de partir du rond-point d'Aïdo pour aller vers Bonam Sadi, il y a sans doute des indemnisations à payer. Il faut déjà indemniser, il faut déjà identifier ceux qui ont des titres fonciers là-bas. Et ça nous prendra quelques mois. Or, nous voulons aller vite. Nous voulons que les travaux commencent pendant cette saison sèche, donc en janvier ou février. Donc, nous allons commencer par aménager le tronçon qui va du rond-point Maïtur en allant vers l'eau, en allant vers la berge. Nous allons le faire. C'est un projet extrêmement important. Nous allons terminer la route Bangé-Lendi-Logbessou. C'est 9 km. C'est financé sur le fonds propre de la ville.
Et nous allons également, surtout, nous allons engager les travaux du BRT. La première phase, c'est les indemnisations. C'est pour ça que le budget est à 72 milliards en réalité. C'est 6 milliards et demi qui sont prévus dans ce budget pour lancer les indemnisations des populations qui seront impactées par le projet. Voilà en gros quelques grands projets que nous avons prévus pour 2025. Je pourrais en citer d'autres. Vous savez, on a dans nos pipelines, nous avons, toujours dans le cadre du projet BRT d'ailleurs, nous avons 80 km de route qui seront aménagés. Nous allons peut-être d'ailleurs commencer par ça avant d'arriver au projet, au corridor de BRT lui-même. Nous allons commencer par aménager ces 80 km de route dans tout Douala. Rien que cela va changer la physionomie de Douala. Et c'est une exigence d'ailleurs de la présidence république qui nous a dit OK pour le BRT, mais commencez par ce que nous avons appelé les voies de rabattement. Commencez par ça, c'est 80 km. Nous avons en plus un nouveau projet urbain qui est en gestation avec la Banque mondiale, qui va nous permettre également de poursuivre cette lancée dans les années à venir. Donc nous sommes relativement confiants que le visage de la ville de Douala va changer. Le BRT va changer radicalement le visage de la ville de Douala. La voie Subberge va ajouter une touche de modernité. Et nous sommes aussi en train de nous battre pour que la voie de contournement devienne également une réalité. Mais là, ça ne dépend pas seulement de nous. C'est un projet de l'État. Mais nous essayons de trouver des financements pour aider l'État à réaliser ce projet. Prenons le deuxième reportage de cette émission. Nous allons aller du côté de Yaoundé à l'école militaire interarmée pour revivre cette sortie de promotion sous le regard d'Olivier Bozic. Brigade du quartier général ce 20 décembre, jour de triomphe pour la 39e promotion de l'école militaire interarmée baptisée Promotion Unité et Patriotisme. Ces jeunes officiers camerounais et d'autres pays, notamment la RCA, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger, achèvent 3 années de formation. Ils sont désormais capables de juguler diverses menaces sur la sécurité et l'intégrité nationale. Satisfait du devoir accompli, j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils sont à la hauteur des tâches qui les attendent. Le chef de l'État et chef des forces armées, représenté par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, a salué l'engagement et l'esprit de sacrifice de leurs encadreurs. Dans son message spécial transmis par Joseph Betty Assomo, il a appelé ces jeunes officiers à se mettre résolument au service de la nation pour éradiquer les menaces sécuritaires persistantes. L'intégrisme religieux, le terrorisme, la piraterie maritime, la cybercriminalité, les dérives de l'intelligence artificielle, les guerres asymétriques, etc. Sachez donc combiner vos acquis et potentialités avec les efforts consentis par la nation pour participer à la consolidation de la paix et de la sécurité dans notre pays et dans le monde. Un défi qu'ils se sont engagés à relever avec honneur et fidélité. Si je pense à ma mère aujourd'hui, je ne sais comment dire, mais paix à son âme, malheureusement. Mais je suis quand même très content et très fier de tout ce qu'on a donné. Un jour à l'EMIA, c'est comme 20 jours à l'extérieur. Donc après plus de 1000 jours passés à l'EMIA, nous sommes prêts à remplir les missions que nous confiera le haut commandement. Nous sommes prêts à défendre la patrie avec honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême. Engagement pris en présence de la hiérarchie militaire, membres du gouvernement, corps diplomatiques et familles. Après la remise des épaulettes, la cérémonie s'est achevée par un défilé militaire sous le commandement du colonel Roger Nangzengue, commandant de l'EMIA. Avec ce reportage sur l'EMIA, nous dirons peut-être un ou deux mots sur les questions de sécurité dans la ville de Douala. Monsieur le maire, les microbes, pour ne parler que d'eux, mais il y a d'autres formes d'insécurité que l'on peut observer à travers ces multiples motos, des accidents de la circulation. Comment est-ce que la mairie de la ville aborde ces problématiques? Quelle réponse apportez-vous pour rassurer les populations et aussi les protéger, les populations de la ville de Douala? Alors, c'est une réponse à plusieurs niveaux. D'abord, lorsque les microbes sont apparus,
les autorités administratives ont sollicité l'appui de la police municipale pour aider à combattre ces microbes. Nous avons apporté tout notre appui à cela et je crois que le phénomène des microbes a pu être jugulé avec l'intervention énergique de la police et de la gendarmerie. Douala retrouve la paix et un peu plus de sécurité. Maintenant, comme vous dites, il n'y a pas que cela. Il y a le phénomène des agressions qui se font malheureusement à 80% à travers les motos-taxis. Et là, nous avons un programme d'assainissement des motos-taxis, un programme qui vise à faire en sorte que seuls les mototaxis qui accepteront de se faire identifier pourraient avoir accès à l'avenir au périmètre défini. Nous avons un périmètre réglementé. Déjà, nous avons un périmètre interdit aux mototaxis, c'est Bali et c'est Bonanjo et Monapriso. Nous avons maintenant un périmètre qui va être réglementé, qui comprend notamment Aquadaido, Bali, etc. Là, seuls les mototaxis qui auront leur chasuble et leur badge pourront avoir accès. Nous avons ralenti volontairement l'opération. Nous allons la relancer en début d'année pour faire en sorte que la sécurité soit garantie. Pourquoi ce programme? Parce que ceux qui ont le chasuble acceptent de se faire identifier. Ils acceptent d'avoir sur le dos un QR code où le passager peut prendre ça en photo et il aura toutes les informations sur la moto, sur son conducteur et tout. Donc il n'y a que des gens qui s'engagent à travailler de manière professionnelle qui peuvent accepter de travailler comme ça, visage découvert. C'est un élément de renforcement de la sécurité et aussi de la bonne conduite sur la route. Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement parce qu'on arrache les sacs aux gens, mais c'est aussi parce qu'on respecte les feux, on ne double pas à droite, à gauche, on ne fait pas la vitesse n'importe comment, etc. Donc c'est ça ce programme. C'est un programme de longue haleine. Je sais que certains sont impatients, mais il ne faut pas qu'ils croient que c'est facile. Nous avons presque 80 000 mototaxis à Douala. Ce n'est pas évident de les amener tous à travailler avec nous. Donc c'est un autre élément. Et je terminerai un troisième élément, ça va être le déploiement de la police municipale. J'ai demandé que la police municipale soit davantage présente dans les quartiers, qu'il y ait des postes de police municipale dans tous les quartiers. C'est vrai que la police municipale n'est pas armée, mais elle participe quand même de par sa présence à restaurer un esprit de confiance et de sécurité. Donc nous allons le faire également, installer nos policiers municipaux dans tous les arrondissements, en même temps que le programme des ambassadeurs du bon ordre urbain, qui sont des auxiliaires de police, va être maintenu. Et c'est 300 jeunes gens qui sont sur les routes tous les jours. On a lu quelques-uns de vos communiqués récents, notamment sur les questions d'éclairage urbain, le vol, notamment sur l'axe lourd, ou les câbles au niveau du pont. C'est récurrent, ce n'est pas un problème nouveau, c'est récurrent, et même on a le sentiment qu'il s'installe dans la durée. Y a-t-il une incapacité pour définitivement y mettre un terme? Non, la question est de savoir si nous allons mettre un policier derrière chaque citoyen. Ce n'est pas possible. Il faut donc que les citoyens participent à la sauvegarde du patrimoine qui est le leur. Lorsque nous mettons des illuminations festives, c'est pour égayer la ville. Si les citoyens laissent des brigands, des vandales venir détériorer ces équipements, je crois, ils se font quelque part les complices passifs de ceux qui ne veulent pas que la ville s'améliore. De la même manière, lorsque les gens volent des câbles souterrains, des câbles électriques, sur le pont ou ailleurs, on ne peut pas voler 9 km de câbles sans que personne ne voie. Comment est-ce possible? Or, si ça se fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu et qui se sont tués. Et donc, la seule manière pour nous
d'y veiller, c'est d'appeler les citoyens à participer. Maintenant, ce que je peux dire, je peux l'annoncer, nous sommes en train, dès que nous terminerons les travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville, nous allons avoir une salle où toutes les caméras, toutes les images de toutes les caméras installées dans la ville vont converger, qui nous permettra de surveiller en temps réel ce qui se passe ici et là dans la ville et pouvoir intervenir, soit nous-mêmes, soit avec les forces de maintien de l'ordre, de manière à ce que nous puissions intervenir rapidement. Nous avons également déjà pris la tâche de la délégation générale à la sécurité pour que les caméras qui sont installées dans la ville, nous puissions les utiliser à cet effet. Évidemment, la police a d'autres préoccupations, des préoccupations plus larges, mais je crois que nous pouvons faire un partage des images qui permettrait d'identifier les vandales et de les cibler particulièrement. Monsieur le maire, permettez qu'on revienne sur deux projets. Le BRT, on va certainement parler encore derrière. Et l'axe rond-point Maïtur, rond-point d'Eido, vous parlez de la question des indemnisations. Et c'est que justement, dans ce genre de projet, c'est une problématique qui fait traîner énormément en termes de délai de réalisation. D'abord, quels sont les délais que vous êtes donnés pour livrer ces grands projets à la ville de Douala? Mais surtout, est-ce qu'on peut être rassuré que sur cette question-là, ça va aller assez vite? Puisque vous vous dites que vous avez déjà les moyens entre vos mains. Le délai pour cet axe est normalement de 3 ans, 3 ans et demi. D'accord. Maintenant, l'entrepreneur est prêt à commencer. Il aurait d'ailleurs voulu commencer de deux côtés. Okay. Mais il se passe que, bien que ce soit une voie sur berge, et que cette berge-là soit essentiellement constituée en réalité de marécage, on sait trop comment des gens ont pu avoir des titres fonciers. Des titres fonciers sur les marécages. Alors là. Donc nous devons identifier ceux qui ont un titre foncier et voir comment les indemniser. De toute manière, ils devront partir parce que nous avons une déclaration d'utilité publique qui incorpore tout cet espace-là dans le patrimoine de la ville, le patrimoine foncier de la ville. Donc c'est une déclaration d'utilité publique, mais nous allons négocier avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut leur apporter en termes de dédommagement et autres. Dieu merci, comme je disais, c'est une zone essentiellement marécageuse, donc il n'y a pas non plus trop de titres fonciers. Nous pensons que ça ira beaucoup plus vite. Nous commençons par le tronçon Maïtur, le tronçon rond-point Maïtur, parce que c'est un tronçon qui a déjà été réservé. C'est une voie, 2x2 voies avec un terre-plein central. Donc, en principe, on n'a pas d'indemnisation à payer là-bas. Ça peut aller beaucoup plus vite. Pendant que ça ira plus vite, la commission de conseil d'évaluation sur l'autre tronçon va se mettre en place. Et nous pensons que dans les 4-5 mois, on devrait pouvoir avoir terminé avec l'autre tronçon. Abordons donc l'année 2025 dans le détail, notamment sur le prisme du budget qui vous a été confié par votre grand conseil. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes, les principales actions qui sont greffées autour de ce budget? À quoi ressemblera la ville de Douala à partir de 2025? Alors, le budget, je vais d'abord commencer par les ressources. Le budget a 3 types de ressources. Il y a la fiscalité locale, le produit de la fiscalité locale, qui est à peu près dans les 58 milliards. Il y a maintenant les recettes propres que nous tirons de la publicité, des locations d'espace dans les espaces marchands, etc. À peu près 5 à 6 milliards. Et puis nous avons sur le financement, sur le marché financier, nous sommes allés sur le marché financier et le marché bancaire pour avoir 6 milliards et demi pour les indemnisations du BRT. Voilà
en termes de ressources ce que ce budget renferme. Alors, évidemment, j'ai dit 6,5 milliards pour le BAT, ça veut dire que nous lançons les travaux de BAT. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous lançons d'abord les indemnisations. Parce que sans les indemnisations, nous ne pouvons pas avoir les décaissements de la Banque mondiale. Donc c'est une contrainte, nous sommes obligés de passer par là. Donc en 2025, sur le BRT, sur le corridor de BRT lui-même, il risque de ne pas se passer grand-chose, sinon des destructions pour réserver le corridor. Par contre, nous avons des investissements pour améliorer le réseau routier. Je vous ai dit que nous avons 80 km qui sont intégrés dans le BRT, plus ce que notre propre budget va prendre en charge, à peu près 60-70 km de routes et d'entretien routier que nous prenons chaque année en charge. Donc, le réseau routier de la ville de Douala devrait être substantiellement amélioré au cours des années 2025 et 2026. Nous avons également en cours des chantiers sur un financement Banque mondiale. Nous avons obtenu un financement il y a 2 ou 3 ans de 36 milliards, notamment pour faire des caniveaux, pour faire aussi quelques routes, comme dans l'hôpital des Sœurs à Douala 5e, les routes. On a fait ces routes-là. Il y a des caniveaux et des drains que nous avons construits, toujours pour lutter contre les inondations et pour améliorer la durabilité des routes. Donc, en gros, et pour ne pas tirer trop par long, premièrement, les infrastructures routières devraient être améliorées, l'éclairage public devrait être renforcé, l'enlèvement des ordures devrait être mieux pris en charge, et nous avons en plus quelques travaux, quelques nouvelles routes que nous lançons, comme la voie Subberge, comme la route de Lundi et autres. Ces routes devront, tout cela dans l'ensemble, devrait permettre d'offrir aux habitants de Douala un confort de vie plus agréable. La question de la transparence dans la gestion de ce budget revient assez souvent. Malheureusement, pour des travaux aussi importants qui ne sont peut-être pas forcément dans la vie, mais je veux dire que dans la mémoire des Camerounais, les grands budgets suscitent souvent des appétits qui ne sont pas, elles, budgétisés. Alors, est-ce que la mairie a un dispositif pour s'assurer que les fonds qui ont été débloqués d'abord par la Banque mondiale, mais aussi par l'État du Cameroun, par vos fonds propres, feront exactement ce à quoi ils sont destinés? D'abord, les fonds de la Banque mondiale n'entrent pas dans les caisses de la ville. Ces fonds sont gérés au niveau de la caisse d'amortissement. Nous, nous passons uniquement des marchés. Donc, de ce côté-là, avec l'encadrement qui est mis en place par la Banque mondiale, je peux vous assurer qu'il y a peu de risques. Pour ce qui concerne nos propres fonds, la ville a pour souci d'avoir une gestion transparente. Nous rendons compte régulièrement au conseil de communauté. Je tiens à ce que les comptes soient suivis. Ils sont suivis toutes les semaines. J'ai une réunion avec les principaux acteurs de la chaîne financière pour voir où nous en sommes. Nous faisons l'exécution du budget, nous faisons l'exécution de la gestion de la trésorerie. Nous avons appelé ça le comité finance et trésorerie. C'est un organe interne qui veille à ce que non seulement la transparence soit au rendez-vous, mais qui veille à ce que nous puissions nous adapter rapidement dès lors que nous voyons un danger poindre à l'horizon. Et puis, peut-être que les gens ne savent pas, je crois que la communauté urbaine de Douala est sans doute l'une des collectivités qui reçoit le plus de contrôle de l'État. Nous recevons des contrôles, je vous dirais, tous les mois. Nous avons le contrôle des finances, le budget, le trésor, la comptabilité matière, je ne sais plus, les impôts. Nous avons des contrôles réguliers. Nous avons le contrôle de la Chambre des comptes. Nous avons le contrôle du ministère de la ville, du ministère du développement local.
en fait, et le ministère des marchés publics. Donc la ville de Douala reçoit, je dirais, au moins une quinzaine de contrôles chaque année. Et depuis 3 ans ou 4 ans, je n'ai vu aucun rapport qui pointe une malversation ou des choses qui ne sont pas suffisamment transparentes. Nous veillons à cela et ces contrôles-là sont, je ne sais pas que nous les appelons, nous les trouvons les bienvenus. Quand on gère des deniers publics, c'est ce que je m'efforce toujours de dire à mes collaborateurs, quand on gère des deniers publics, il faut apprendre à rendre compte. En d'autres termes, on peut dormir tranquille. Je crois qu'au niveau de la ville de Douala, on peut dormir tranquille. On va prendre un reportage d'un peu de détente, si on peut le dire ainsi. C'est la période festive. Attendons-nous un moment pour revoir comment les enfants ou alors les mères des enfants, de certains enfants du canton Akwa ont passé cette période festive à l'occasion de l'arbre de Noël, justement, organisé à la chefferie supérieure du canton. Pour cette première édition de la cérémonie de l'arbre de Noël du canton Bonambela à Akwa, à Douala, la Fondation Bonambela décide d'encourager la résilience des mères célibataires au sein de sa communauté. À cet effet, celles-ci ont reçu le 21 décembre 2024 des denrées alimentaires et des jouets pour les enfants. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ici, à l'esplanade de la chefferie supérieure du canton Akwa. Et nous avons été poussés par le sentiment de soutenir les plus défavorisés. Et c'est pour ça que ce jour, nous organisons cette cérémonie de remise de denrées alimentaires et des petits cadeaux aux enfants par rapport à la fête de Noël. Dans les paquets des enfants, il y a eu des jouets. Il y a eu ici aussi des petites choses pour le goûter. Et chez les mamans, nous avons prévu des denrées alimentaires pour qu'elles puissent passer Noël dans la joie également comme tous les autres. Oui, il y a eu 14 enfants qui ont reçu des présents. Ça, c'est la première édition et nous pensons que l'année prochaine, ça sera encore plus grandiose. C'était un premier essai. Et on peut dire que pour un premier essai, c'était une réussite vraiment. Un avis que partagent les jeunes filles mères de ce canton. Je suis venue, c'est ma première fois d'assister à l'événement des enfants, l'arbre de Noël. Je suis venue pour les cadeaux. J'ai dit merci. J'ai reçu des jus, des chocolats, des vêtements, des chaussures, beaucoup de choses pour les enfants. Vraiment, je dis merci. Le roi Akwa salue cette initiative dont la marraine n'est autre que la reine consort Isabelle Dindika Akwa. Que l'esprit de Noël qui est dans le partage et l'amour continue de nous animer. Nous avons ressenti le besoin ou la nécessité de partager avec vous qui êtes ces mères qui vous battez au quotidien pour vos enfants et qui souvent êtes seuls. La Fondation Bonambela a pour but d'assister les couches défavorisées et l'événement du jour s'inscrit en droite ligne dans son programme d'action. Qui nous permet de voir la place que la ville de Douala accorde aux différentes communautés locales, villes cosmopolites, elles sont évidemment diverses. Le Cameroun est littéralement représenté dans cette ville. Est-ce une difficulté, monsieur le maire, pour la ville d'accueillir toutes ces communautés en son sein? Non, à proprement parler d'une difficulté, non, mais c'est un challenge. D'accord. C'est pour ça que depuis 2 ans, 3 ans, nous avons organisé ce que nous avons appelé le dialogue pour la gestion participative. Nous avons fait le tour des cantons, d'abord les cantons Sawa de Douala, tous les 6 cantons. Nous avons ensuite eu un dialogue structuré avec les représentants des grandes aires socioculturelles du pays, l'aire Grassfield, l'aire de sahélo-sahélienne et l'aire du centre-sud-est. Ce dialogue que nous avons engagé il y a 2 ans s'est poursuivi cette année. Peut-être qu'il a été moins visible, mais il s'est poursuivi. Nous tenons des réunions de suivi. Les engagements qui ont été pris, nous tenons des réunions de suivi pour écouter
Ce que ces populations ont comme préoccupation particulière. Je suis rassuré parce que quand nous avons fait le tour, nous constatons que 90% de leurs préoccupations sont communes, quelle que soit la communauté. Il y a peut-être 10% ou même parfois 5% seulement qui sont spécifiques. Et donc ça me rassure sur le fait que ce que nous faisons, ce que nous mettons dans notre budget, correspond à ce que ces populations attendent. Et nous avons tenu donc ces dialogues il y a quelques mois. Nous allons continuer. C'est de cette manière-là que, si vous avez remarqué quand même, depuis que nous sommes à la tête de la ville, il n'y a pas eu de tension communautaire. Nous n'avons pas de tension communautaire. Voilà, nous vivons dans la paix et dans le vivre ensemble, en quelque sorte. C'est cette action souterraine que nous essayons de mener pour que, s'il y a des préoccupations particulières, nous puissions les aborder à temps et qu'elles ne débordent pas. C'est, je crois, la seule manière de faire. Maintenant, il faut tenir compte effectivement de cela. En plus, comme ces communautés représentent des aires culturelles différentes, nous veillons à appuyer les manifestations culturelles qu'elles organisent ici et même dans leur propre région d'origine. Nous veillons à les appuyer autant que possible. Donc vous avez ici des fêtes diverses, les fêtes des Mbamois, les fêtes des Kirdi et autres, qui reçoivent un appui de la ville. Et je crois que tout cela concourt de la même manière que nous appuyons le Ngondo, n'est-ce pas? Tout cela concourt à entretenir un esprit de vivre ensemble et de paix entre les communautés, qui fait que Douala aujourd'hui, je crois, peut être à juste titre considéré comme un laboratoire d'intégration nationale. Ici à Douala, on vit ensemble. Ici à Douala, on fête ensemble. Ici à Douala, on partage des repas ensemble. Et on se marie. Ensemble, certainement. Cela dit, à côté de ces communautés, il y a des rapports plus institutionnels avec les autres communes d'arrondissement. Des rapports qui peut-être n'ont pas souvent été tendres. Hein. La tension persiste? Je dirais qu'il y a certainement au niveau de l'État un effort à faire pour que cette tension soit apaisée. Parce que si vous regardez bien le paysage au Cameroun, dans toutes les 14 villes, vous avez des tensions entre les maires de villes et les maires d'arrondissement. Ça veut dire que ce n'est pas un problème essentiellement d'individus, même si les individus jouent un rôle. C'est d'abord un problème d'arrangement institutionnel. Si le maire d'arrondissement voit le maire de la ville comme un concurrent, ça devient difficile d'avoir une saine collaboration. Est-ce que si le maire d'arrondissement se considère comme arrondissement d'un département et pas arrondissement d'une ville, il ne peut y avoir que des problèmes. Or, la loi a fait en sorte que le maire de la ville n'ait pas d'autorité sur les maires d'arrondissement. Ce n'est pas la loi. Mais en même temps, la loi dit au maire de la ville, il faut financer les communes d'arrondissement. Alors, je finance les communes d'arrondissement. Quand je demande de me rendre compte de l'argent, de l'utilisation de l'argent, elles disent non. C'est le compte d'emploi, c'est le compte administratif qui, lui, est donné au préfet. Alors, le maire de la ville finance, et on lui dit qu'il n'a pas un droit de regard, c'est le préfet qui a un droit de regard. Je crois qu'il y a là quelque chose qui n'est pas sain. Je crois qu'il faut que la loi prévoit des mécanismes de concertation obligatoires entre le maire de la ville et le maire d'arrondissement. Il faut qu'il y ait également, si on demande à la ville d'accompagner financièrement les arrondissements, il faut donner à la ville un droit de regard sur l'utilisation de cet argent. Parce que moi, je rends compte à mon conseil. Absolument. Donc, je ne peux pas rendre compte si je ne sais pas ce qui est fait de l'argent. Or, nous donnons chaque année plusieurs milliards
aux mairies d'arrondissement. Jusqu'à cette année 2024, nous donnions à peu près 2,5 milliards à 3 milliards chaque année. C'est quand même beaucoup d'argent au moment où nos propres services on leur demande de serrer la ceinture. Donc c'est pour ça que je dis il faut aller plus loin. Et c'est là un problème de l'État, c'est même pas un problème d'individu. Maintenant, les individus aggravent peut-être le problème, mais c'est d'abord un problème d'arrangement institutionnel. C'est la loi, c'est le texte de la loi, c'est l'esprit de la loi qui doit être clarifié afin que les compétences des uns et des autres soient respectées. La ville est une institution d'intercommunalité. C'est-à-dire que c'est la ville qui fait les routes, c'est la ville qui enlève les ordures, c'est la ville qui fait l'éclairage public. Je ne peux pas faire sur le boulevard de la Liberté qui passe ici, faire un éclairage qui s'arrêtera aux limites de Douala 1er. Si le boulevard de la Liberté continue jusqu'à Douala 5e, je suis obligé d'aller jusqu'à Douala 5e. D'accord. Donc, c'est une... Et ça ne peut être fait que par la ville. Donc, il faut que ces prérogatives qui sont définies par la loi soient respectées. Donc, en dehors de ça, je crois qu'on n'a pas de problème particulier avec les mairies d'arrondissement. Nous souhaitons avoir une action concertée parce que nous sommes tous au service de la population. Et quand on est au service de la population, je crois qu'il faut taire les ambitions personnelles qui sont légitimes. Mais il y a un moment pour les ambitions personnelles, il y a un moment pour travailler pour le bien des populations. Mais de façon pragmatique, comment vous, au quotidien, vous arrivez à surmonter ces problèmes institutionnels que vous semblez avoir identifiés? Mais nous avons mis en place des commissions et des comités qui rassemblent autour d'un certain nombre de thématiques la ville et les mairies d'arrondissement. Je dois dire que ça ne donne pas encore le rendement escompté. Nous avons en plus une plateforme qui regroupe uniquement les maires. Le maire de la ville et les 6 maires d'arrondissement. Celle-ci également a parfois un peu de mal à fonctionner parce que tous ne sont pas présents à chaque fois. Et donc, mais cette plateforme est sur une base volontaire. Je n'ai aucun moyen de coercition pour obliger un maire d'arrondissement à venir assister. Il doit assister s'il a intérêt à ce que ça se passe. Donc, nous avons mis en place des instruments. Et nous avons un troisième instrument que nous avons mis en place, c'est de dire la ville va aller vers l'arrondissement. Ce que nous avons appelé les rencontres bilatérales, qui se tiennent 1 à 2 fois par an. Nous sortons de la ville, nous tenons une réunion à la mairie d'arrondissement pour aller au fond des choses. Et chaque fois que nous sommes allés là-bas, nous avons pu identifier des projets auxquels nous apportons un appui spécifique. Nous avons ainsi pu faire, vous avez, par exemple à Douala 4e, nous avons mis l'éclairage solaire sur une route. Nous avons fait récemment la route qui va de la mairie de Douala 5e jusqu'au débarcadère de Bonassama. Elle a été faite en pavé et avec l'éclairage solaire et tout. C'est le produit de ces concertations avec les maires d'arrondissement. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Absolument. Si tout le monde joue le jeu, il n'y a pas de problème. La mairie de Douala 6e, on n'en entend pas beaucoup parler, monsieur le maire. Ah si, Douala 6e, nous avons récemment fait une campagne de santé, prévention de santé à Douala 6e. Nous avons apporté l'éclairage solaire à Cap Cameroun il y a quelques mois. Nous avons également apporté un groupe électrogène qui fait qu'il y a la lumière dans cette partie du pays. Et plus que ça, nous sommes en train de travailler avec la mairie de Douala 6e pour créer une brigade fluviale de la police municipale. Les commandes sont passées pour acquérir des équipements pour combattre les gens qui coupent la mangrove, qui détruisent la mangrove et qui font que le Douala 6e est menacé par la montée des eaux. La côte a reculé. Quand vous regardez les images à quelques indifférences, vous voyez qu'à Cap Cameroun, à Manoka, le trait de côte a reculé de plusieurs dizaines de mètres.
Donc nous devons combattre ces coupeurs illégaux de mangroves. Donc tout cela, nous sommes en train de le faire. Et last but not least, à Manoka hier soir, il y avait la version insulaire de Douala Fiesta, qui est notre festival de fin d'année. Ils ont eu un concours de Miss à Manoka. J'attends encore les résultats pour savoir quelle est la plus belle femme qui sortira de Manoka. Absolument. Alors, monsieur le maire, les projets, c'est bien, le budget, c'est mieux. Maintenant, il faut pouvoir s'assurer que les prévisions sont exécutées. Quels sont vos indicateurs d'évaluation? Quels sont les indicateurs de performance que vous avez mis en place pour vous assurer que dès le 1er janvier, les actions entrevues sont exactement exécutées comme vous le souhaitez? Alors, je dois dire que le processus budgétaire à la communauté urbaine de Douala est assez lourd. Il est un peu à l'image de ce qui se fait au niveau de l'État. Nous commençons par demander à chaque entité d'avoir un plan d'action. Dans le plan d'action, il y a des indicateurs qui montrent que si cet indicateur est bon, ça veut dire que l'action a été réalisée. Donc nous avons à peu près une vingtaine d'entités et nous avons pour chaque entité les plans d'action. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est dans la gestion financière, nous avons un plan d'engagement. Nous demandons à toutes les activités de nous dire comment elles comptent engager le budget pour réaliser leurs actions. Parce que la consommation du budget est un indicateur de performance. Absolument. Dès lors que l'activité a été bien définie, si le budget est consommé, ça veut probablement dire qu'on est sur la bonne voie. Ça, c'est important. Et enfin, nous avons, comme je disais tout à l'heure, la gestion de la trésorerie que je suis au jour le jour avec le receveur municipal et qui permet de voir en réalité comment piloter les paiements compte tenu des contraintes, parce que nous ne recevons pas tout le produit de nos impôts et nous sommes obligés de veiller à ce qu'on puisse parfois saupoudrer à droite et à gauche, etc. Donc, les indicateurs sont là. Je vais personnellement, encore au mois de janvier, passer en revue tous ces indicateurs et, comme nous entrons dans une année particulière, indiquer de nouveau quelles sont les priorités à chacune des entités. Quelles sont les priorités que nous attendons? Nous avons un plan stratégique qui a été élaboré et c'est sur la base de ce plan stratégique que les choses se passent. Donc, je suis pas inquiet de ce côté-là. Je crois que la mécanique est déjà en marche et les gens ont commencé à comprendre là où nous voulons arriver. Avant peut-être de parler sport et loisirs avec le reportage qui va l'introduire, notamment le match Cameroun-RCA, un petit mot sur le conflit qui s'est au niveau des régies publicitaires, monsieur le maire. Il y a comme une incompréhension entre la ville et certains responsables de ces régies-là. Quelle est la problématique de fond? Vous en êtes le légitime, le légal organisateur de ce secteur, ou alors il y a une problématique qui se pose réellement? Écoutez, c'est simple. Certains sont venus en disant « Nous avons un agrément du ministère pour faire la publicité au Cameroun. » Très bien. Pourquoi ils viennent tous à Douala? Ils ne vont pas à Kousserou, à Nguélémenduka ou ailleurs. C'est parce qu'à Douala, ils trouvent des routes, ils trouvent des espaces bien aménagés, ils trouvent un certain nombre de choses qui sont faites par la ville pour le confort des habitants. Et eux, ils en profitent. C'est une externalité. En économie, on appelle ça une externalité positive pour 2 ans. En contrepartie, vous devez payer. Lorsque vous faites un affichage publicitaire, vous devez payer quelque chose à la ville. L'agrément qui est donné à Yaoundé est un agrément d'exercice de l'activité publicitaire. Mais pour pouvoir exercer à Douala, vous devez payer quelque chose. Parce que la publicité à Douala vous rapporte beaucoup plus que si vous étiez à Djoum ou ailleurs. Je crois que c'est évident. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne se concentrent pas tous à Djoum?
ils se concentrent à Douala, c'est parce que Douala offre des opportunités. Absolument. Et donc la contrepartie, le minimum, pour nous permettre d'entretenir les trottoirs, pour nous permettre d'entretenir la ville, c'est bien la publicité. Mais rassurez-vous, nous sommes déjà en train de trouver un terrain d'entente avec ceux-là. Je crois que le dialogue est important. Il faut se comprendre. D'accord. Simplement, il leur dit, vous bénéficiez des avantages de ce que la ville fait. Vous devez en contrepartie aider la ville à entretenir cet environnement qui vous est favorable. Je crois que c'est simplement cela. Revenons donc sur cet exploit pour la Centrafrique. Leur équipe nationale de football se qualifie pour la première fois de l'histoire au CHAN. Ce sera l'édition de 2025, suite à une victoire sur le Cameroun. 2-1. C'était d'ailleurs ici dans nos murs. Suivez plutôt. Cameroon faces a historic setback, missing out on the African Nations Championship for the first time since 2014 after a 2-1 defeat to Central African Republic at the Kwekong Stadium in the second leg of the qualifiers. The intermediate Lions started strong, with Angel Yonjo leading the charge, but a costly penalty conceded by Idrisum Fo shifted momentum to the visitors. After taking an early lead, Cameroon looked poised to extend the advantage when a Tuyenes cross found Chindo John Bosco, who set up Lyonjo for a low finish, making it 1-0. Eh oui, ouverture du score au stade de Kwekong. Angel Yonjo, Mata Olandi, sociétaire de l'école de football de Brasserie. Amanambasa, Kawise, coaching Gagnon. However, just 10 minutes later, Central Africa capitalized on a defensive error and in a penalty converted by Melki Jirede. For the Wild Beasts, scored by Melki Jirede Dokumanji Doni Jesse number 8. Amanambasa, we have a few minutes to go for the first segment of this game. Mais avant de partir, du moins prendre la pause et la joie de Sébastien. In the second half, the Wild Beasts ramped up their intensity, and with just 4 minutes left in stoppage time, Yena Seya broke through a disorganized defense to score, sealing Cameroon's fate and dashing their hopes of qualification. Africa! Ici, oh my God, à Kwekong. 4 more minutes to go. Oh my Jesus! This disappointment adds to a challenging year for Cameroon football across all national teams. Monsieur le maire, s'il y a peut-être un péché qu'on peut reconnaître à la ville de Douala, c'est l'absence des espaces municipaux pour les activités ludiques, par exemple. Pas de bibliothèque, de théâtre, de cinéma. On va pas parler de sport. Hein. On peut s'assurer que Douala est en overdose, si on peut le dire comme ça. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu dans la peine de voir que toute cette population jeune ne peut pas s'épanouir sur ces questions-là? Alors, c'est une question extrêmement pertinente et nous avons effectivement identifié ce besoin. D'accord. Ce besoin doit être abordé à différents niveaux. Il est essentiel que les communes d'arrondissement se dotent de bibliothèques municipales. À une certaine époque, il y avait une bibliothèque municipale à Douala à 5e. On n'en a pas nécessairement dans les autres communes. Je crois que ça fait partie des questions sur lesquelles nous insistons pour que, lorsque nous apportons une subvention ou une dotation aux communes d'arrondissement, qu'elles puissent les utiliser dans ce genre de choses. Mais au niveau de la ville même, nous avons déjà identifié un espace. Nous avons demandé à l'État qui a accordé un espace de 1300 mètres carrés sur lequel, à Bonanjo, nous allons construire une bibliothèque municipale. D'accord. Le projet va voir le jour en 2025. Disons qu'il va être lancé en 2025, sans doute pour se terminer en 2026. Mais nous avons tout à fait à cœur de construire une grande bibliothèque municipale pour pouvoir offrir aux habitants ce loisir-là. De la même manière que si vous avez remarqué, nous avons créé, il y a un an et demi, un chœur philharmonique. Voilà.
qui est aussi une manière d'inviter les habitants de Douala, férus de musique, ceux qui aiment bien jouer et chanter, à se mettre ensemble pour faire un grand chœur qui donne de la voix, qui donne des instruments, des sons, des instruments, pour le plaisir des oreilles. Et donc ce chœur philharmonique va peut-être prester là dans le cadre de la Fiesta dans 2 ou 3 jours, pour la première fois en public. À Bepanda, c'est ça? À Bonamsadi. Bonasama, pardon. D'accord. Bonasama, à la place d'Insame à Bonasama. Le chœur philharmonique va prester et offrir à ceux des mélomanes de Douala, qui ne sont pas uniquement les agents de la CUD, mais qui sont tous ceux qui à Douala aiment la musique, aiment le chant, etc. C'est la possibilité. Donc, notre politique est claire. Nous voulons que le Douala ait définitivement le visage d'une ville de culture. C'est une ville de culture, c'est une ville d'histoire. Il faut que ces deux traits se retrouvent, qu'on ne voit pas seulement Douala comme une ville d'affaires, voire une ville de gens affairistes. C'est une ville de culture d'abord, une ville qui est chargée d'histoire. C'est par Douala que le Cameroun a commencé. Je crois qu'il faut que Douala assume son rôle. Déjà, il assume en tant que laboratoire d'intégration nationale, laboratoire du vivre ensemble, mais il faut qu'il assume également sur les autres plans, le plan de la culture, l'architecture, etc. Voilà un peu nos ambitions. Monsieur le maire, on a choisi pour finir ce programme 3 questions de téléspectateurs sur le Ngondo à l'UNESCO, le patrimoine immatériel, sur les questions foncières, mais commençons par celle-là. Les jeunes proposent la gestion informatisée des marchés alimentaires et autres, à l'exemple du marché des fleurs. D'ailleurs, un exemple est donné, il semblerait que dans les années 90, le marché Madagascar était informatisé. Et ces jeunes-là qui posent cette problématique, est-ce que c'est envisagé l'informatisation de nos marchés? L'informatisation de nos marchés. Au stade actuel, le seul marché que je vois, qui peut être informatisé, c'est justement le débarcadère et le marché aux poissons de Yupoué. Tous les équipements sont là pour ça. Maintenant, les commerçants sont très individualistes. La seule chose que nous pouvons leur offrir, c'est l'infrastructure pour qu'ils puissent se connecter, pour qu'ils puissent faire leur commerce avec des outils modernes. Nous ne pouvons pas les obliger à faire recours à Internet ou à des balances électroniques, etc. C'est un peu compliqué. D'accord. On est encore dans un monde dans lequel les gens aiment beaucoup. Par contre, nous sommes en train d'introduire le paiement par téléphone, le paiement mobile. D'accord. Sur la question foncière, Douala, vraiment, c'est un laboratoire de conflits fonciers. Pour faire simple, comment vous abordez ces problématiques? Quelles solutions vous apportez pour, au maximum, éviter les conflits fonciers dans tout genre? On ne va pas rentrer dans les détails. Écoutez, la première chose, c'est que nous essayons de sécuriser le domaine foncier public, le domaine de la communauté urbaine. D'accord. Qui est malheureusement agressé en permanence. Donc nous avons entrepris, avec le ministère des Domaines et Affaires foncières, d'identifier toutes les emprises des routes, tous les espaces publics qui, normalement, sont du domaine de la ville, pour qu'on puisse mieux gérer cela. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que la ville elle-même est en train, ou plutôt acquis, en 3 ans, quand nous arrivions aux affaires, nous avions à peu près 11 hectares de propriété foncière de la ville. Nous avons aujourd'hui 33 et nous sommes en train de préparer, j'espère que ça va être annoncé prochainement, un programme d'aménagement concerté sur 2000 hectares. D'accord. Donc, la ville est en train de travailler sur ce foncier. Maintenant, les conflits fonciers entre individus, lorsqu'ils nous sont posés,
si ça concerne uniquement des espaces privés, nous les renvoyons devant les instances compétentes. C'est le tribunal qui peut chercher ça. Si ça concerne une emprise publique, parce qu'il y a des gens qui construisent sur l'emprise publique, nous faisons recours au ministère des Domaines des Affaires foncières pour bien délimiter l'emprise publique. Et lorsque c'est le cas, si quelqu'un a construit sur l'emprise publique, nous procédons à la démolition de ce qu'il a construit. Le Ngondo, patrimoine immatériel de l'UNESCO, certainement une chose suffisamment positive pour la ville de Douala. Y a-t-il un dispositif pour capitaliser sur j'ai failli dire, ce trophée? Oui, le premier dispositif, la première des choses à faire, et nous travaillons activement dessus, c'est de faire en sorte que ce trophée trouve un répondant dans le palais de la culture Sawa. Le Ngondo va aménager prochainement dans son aile et peut-être aménager cette aile-là de manière à ce que les gens puissent visiter et puissent voir ce que c'est que le Ngondo. En bref. Et puis le palais de la culture Sawa, vous le savez, est construit sur une assiette foncière de Ngondo. Nous devons en faire également une sorte de navire admiral de la culture Sawa dans notre région. Donc pour nous, la reconnaissance du Ngondo au patrimoine mondial de l'humanité est une excellente nouvelle. Nous devons travailler dessus avec le Ngondo. Déjà, vous avez pu voir cette édition du Ngondo, et il y a eu un carnaval sur le de Douala qui a rassemblé non seulement les cantons Sawa, mais aussi d'autres composantes sociologiques. Dans l'idée de faire du Ngondo ou du carnaval du Ngondo une fête pour toute la ville, étant entendu que le Ngondo des Sawa, dans son essence rituelle, reste bien leur affaire. Absolument. Donc, nous travaillons dessus, nous avons œuvré activement à ce que ce carnaval soit fait. Et nous travaillons également à ce que, comme une nouvelle ne vient jamais seule, il y a aussi eu le statut qui a été donné au Ndolé, que nous associons à cela. Donc, la maison de la culture, la maison du tourisme, parce que dans l'enceinte du palais de la culture Sawa, nous avons logé une maison du tourisme. Elle est en gestation, elle verra le jour dans les prochaines semaines. Et c'est cette maison-là qui sera un instrument précisément de valorisation de ce patrimoine. Une forme de musée pour visualiser. Voilà. Déjà indiquer les coins de la ville à visiter, indiquer les éléments du patrimoine culturel qui entoure le Ngondo, indiquer également qu'est-ce que la ville peut offrir comme attraction. Donc la maison du tourisme est déjà en gestation, je dirais, c'est une question de semaines. D'accord. Et elle verra le jour. Et ce sera là un instrument précisément pour, en liaison avec le Ngondo, valoriser ce statut de patrimoine culturel, d'éléments du patrimoine culturel de l'humanité que le Ngondo vient d'avoir. Monsieur le maire, nous sommes le 29 décembre, plus que quelques heures pour la fin de cette année. Il ne nous reste plus qu'à vous laisser dire un ou deux mots aux citoyens de la ville qui vous regardent. Alors, à tous les citoyens, je voudrais souhaiter une belle transition vers l'année 2025. Je souhaite de passer une belle fête de fin de la Saint-Sylvestre, mais aussi surtout d'aborder l'année 2025 avec sérénité. J'ai failli dire de ne pas avoir peur. Il y a les Cassandres qui annoncent parfois des tensions et autres. Je ne crois pas du tout. Je crois que notre pays est suffisamment solide. Je crois que notre ville a les ressources qu'il faut et nous ferons tout déjà pour que les fêtes se passent dans le calme et dans la sérénité. Nous ferons tout également pour que l'année 2025 soit une année véritablement d'engagement
des travaux de transformation de la ville en une métropole moderne, une métropole dans laquelle il fait bon vivre. C'est ce que je souhaite de mieux aux habitants de Douala. Bonne fête et bonne année 2025. Nous prenons à notre compte vos voeux et nous vous souhaitons pareil à STV. Et vraiment merci de cette amitié que vous nous renouvelez, que la ville accorde à notre chaîne, au nom de notre chaîne. Je vous dis merci et meilleurs vœux à vous, à votre personnel et à la ville. Merci bien. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'Actu. C'était la dernière de cette année. Dimanche prochain, on aura droit à une autre. On va certainement regarder du coin de l'œil le maire de la ville qui c'est peut-être en décembre 2026. On refera le point. Bonsoir. Lundi, c'est demain. D'emblée, on vous souhaite un excellent début de semaine.